Bonjour, bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue à notre espace de psychanalyse pour tous. Psychanalyse pour tous, une initiative de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero ici à Madrid. Donc, comme vous le savez déjà, je m'appelle Clémence Lenis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero. Célia, bonsoir. Céline, bonsoir. Bienvenue. Bienvenue. Isalisa, Sonia, bonsoir. Smilchka, bonsoir. Martine, bonsoir. Beau sujet, on va voir. Céline, Mohamed, René, bonsoir. Nathalie. Elia, bonsoir. Nicole. Annick. Lobna. Le nom fait partie de notre vocabulaire. Mariem, bonsoir. Paola, bonsoir. Daniela, bonsoir. Laura. Comment allez-vous? Pascal, Samy, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous du mardi. Katia, Iman, bonsoir. Sandra. Notre rendez-vous du mardi à 21h, il est 21h ici à Madrid. Nous sommes le 17 janvier 2023. Amandine, bonsoir. Bonsoir René. Et donc aujourd'hui nous sommes, j'ai trouvé comme titre, alors c'était pas vraiment fantastique, Zerbout, bonsoir, Théophile, bonsoir, j'ai trouvé comme titre dire non. Mais ça n'a pas beaucoup de sens. Noureline, bonsoir. Donc il faudra voir un petit peu de quoi il s'agit, non, de quoi je vais parler quand je dis dire non. Néléa, bonsoir. Donc vous savez que, je le répète, Nadia, bonsoir. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir, nous sommes aussi sur Telegram, sur l'application Telegram qui s'appelle Fatia, bonsoir, Psychanalyse et Poésie, sur Instagram Lenis Clémence, sur LinkedIn Clémence Lenis et sur le canal de YouTube aussi Taoufik, bonsoir, Nidal, bonsoir. Je veux dire d'autres endroits où nous pouvons aussi nous rencontrer. Alors, aujourd'hui, donc, comme je disais, je me suis proposé de parler d'une certaine façon de ce mot, comme disait Céline, qu'on utilise beaucoup, qui s'utilise, et quand on dit non. Alors, on va commencer d'abord par essayer de faire référence un petit peu à notre relation avec ce qu'on appelle le non. Non, si c'est quelque chose pour chacun d'entre nous qui est facile à utiliser, si on a des facilités, il y a des gens qui l'utilisent beaucoup, qui disent non à tout, on leur propose des choses et ils disent toujours Serge, bonsoir, ils disent toujours non, a priori non. Éléonore, bonsoir, Camille, bonsoir. Et il y a d'autres gens, ils ont plus de difficultés. Bénisse, bonsoir, à dire non. Donc, dans les deux cas, non, à chaque fois, on va dire que il y a une exagération, ou de dire non à tout, ou de ne pas savoir dire non. On n'ose pas dire non parfois. Céline dit, voilà, exactement. Ikram, bonsoir. Donc nous avons une relation un petit peu avec le non. Les enfants souvent disent non. Donc ça c'est un apprentissage, on va dire. Fatma, bonsoir. Sarah, bonsoir. Non, un apprentissage. Il faut apprendre à dire non. Hein? Alors après, peut-être qu'une fois qu'on a appris, du coup, on l'utilise tout le temps. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'il y a des gens qui ont des difficultés à dire non. Et à quoi c'est dû le fait de ne pas oser dire non? Alors ça, c'est justement ce qu'on va voir, Céline, où enfin on va commencer un petit peu avec cette idée-là, c'est-à-dire pourquoi il y a certaines personnes qui n'osent pas dire non. Jean-Loup, bonsoir. Quand on a des difficultés à dire non, on va dire à dire non aux autres. Féti, bonsoir. C'est comme s'il fallait, apprendre à dire non. Hein, apprendre à dire non. À considérer que dire non, ce n'est pas une agression. Qu'on peut dire non, qu'on a la liberté de dire non et que ce n'est pas une agression. Mais, Shivani, bonsoir. Anifi, bonsoir. La relation entre le non et la peur. Sonia, pour ne pas frustrer la personne, par exemple.
Donc, on va voir que dire non, d'abord, c'est quelque chose qui est très nécessaire pour tout le monde. Pour tout le monde. Tout le monde a besoin de temps en temps de recevoir un non. Pourquoi? Bah, pour mettre des limites, pour dire qu'elle ne me dit pas toujours oui. Des fois c'est oui, des fois c'est non. Je ne sais pas par avance ce qu'elle va me dire, par exemple, ou ce qu'il va me dire. Non, c'est-à-dire qu'on a besoin, tout comme les enfants ont eu besoin, non, pour grandir, de recevoir des noms sur certaines choses. Parce que vous savez que les enfants, ils ont, nous sommes nés, puisque nous sommes tous passés par là. Simo, bonsoir. Nous sommes tous passés par là, c'est-à-dire par le fait que à chaque fois que nous voulions quelque chose, nous le voulions immédiatement, nous ne le voulions que pour nous. Donc évidemment, bah, il a fallu nous éduquer un petit peu, parce que ça fait partie de l'éducation, d'apprendre à mettre des limites, c'est-à-dire qu'on doit apprendre à partager, on doit apprendre à savoir que quand on demande quelque chose, bah, les autres ne doivent pas répondre, incapables de dire non, faible estime de soi, Noureddin dit. Donc non, on va voir qu'il ne s'agit pas de ça. Non, que ce n'est pas en relation avec l'estime de soi, sinon que la difficulté à dire non, bah, c'est un petit peu comme le malaise que nous avions quand nous étions petits, qu'il y a quelqu'un qui nous disait non. Qui nous disait non, qu'on devait apprendre à partager nos jouets, qu'on devait apprendre à attendre qu'on prépare à manger pour pouvoir manger, et que quand même si on avait faim, ben, il y avait un temps de préparation. Non, par exemple, Karima, bonsoir. C'est-à-dire que ça fait partie de l'éducation de chacun d'entre nous. Et en fait, on peut se demander que quand on a des difficultés à dire non, si en fait ce n'est pas en relation avec le fait qu'on a des difficultés à tolérer nous-mêmes un non. Non, Farida, bonsoir. Une servitude apprise. Ça, c'est une autre chose. Non, ça, c'est une autre chose. C'est-à-dire que, parce que il y a des noms qui sont nécessaires, et il y a d'autres noms. Après, il faut savoir non, comment. Il faut savoir apprendre à dire non pour pouvoir protéger son propre espace. Son propre espace. Et quand on a des difficultés à dire non, c'est parce qu'on a des difficultés à recevoir un non. C'est-à-dire que quand on va dire non à Céline, bah Céline, elle n'aime pas du tout, par exemple. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient frustrer ce qu'elle prétendait obtenir. Donc, cette difficulté à tolérer que quelqu'un me dise non, non eh ben, fait que j'imagine que l'autre, si je lui dis non, il va avoir la même difficulté que moi. Et donc, face à ça, ben, du coup, je préfère ne pas dire non. Parce que moi-même, j'ai des difficultés à tolérer, non j'ai peur de la réaction des autres. De la même façon, non, que comme je le sens moi-même, façon non, que la réalité, des fois, parce que c'est pas seulement une personne, sinon des fois c'est l'administration, une autre fois c'est le boucher, une autre fois c'est la réalité dans laquelle nous vivons, où parfois, ben oui, on nous dit non, et on n'est pas content du tout qu'on nous dise non. Non, c'est-à-dire qu'on ne tolère pas. Et quand on ne tolère pas le non, bah, bien évidemment, c'est quelque chose qui fait référence à cette position infantile qui continue en nous, où en fait, on se sent encore frustré parce qu'il y a quelqu'un qui nous dit non. Alors que le non vient mettre des limites. Ben non, on ne peut pas tout avoir ce que on prétend. Ben non, on ne peut pas, tout ne peut pas être satisfait en temps et en heure comme je le prétends. Non, et je peux aussi penser que c'est pas grave, je ferai autrement. Donc, disons que ça fait partie de la vie, les frustrations, comme on dit, il y a toute une quantité de frustrations dans notre vie qui sont quotidiennes, qui sont constantes, mais on va dire aussi que quand il y a une frustration, j'ai plus de facilité à dire non à des gens que je ne connais pas qu'à des gens que je connais. Ben, vous avez peur des représailles, peut-être, Sonia. Donc, c'est refuser quelque chose. Non, c'est refuser quelque chose. Et donc, pour l'enfant, la difficulté aussi que l'enfant, quand on... Parce que non seulement c'est quelque chose qui va mettre des limites, sinon que l'enfant, ce qu'il écoute, bien sûr, Pierre, et ce qu'il écoute, c'est que lui, il ne traduit pas en disant non, tu ne peux pas, il faut que tu apprennes, sinon que lui, ce qu'il écoute, c'est que on ne l'aime pas,
que c'est un rejet, qu'on le rejette lui, que le non, ce n'est pas non, ne fais pas ça, c'est non, je ne t'aime pas. Et l'enfant, il le reçoit comme ça. C'est-à-dire qu'il y a cette interprétation de l'enfant qui fait qu'il y a comme un manque d'amour avec qui s'associe au non. Donc quand on nous dit non, c'est comme si on nous disait je ne t'aime pas. Alors, bien sûr, c'est pour ça. Donc c'est pas seulement l'idée de la frustration, sinon que c'est aussi en relation avec l'amour. Et en fait, donc il va falloir pouvoir, parce que on doit pouvoir exprimer nos désirs, mais on ne peut rien exiger. Anan, bonsoir. On ne peut rien exiger. Ah mais là, non, c'est-à-dire que le non, bien sûr qu'il se présente, mais qu'on ne peut pas exiger que parce qu'on a exprimé un désir, que l'autre, ils doivent obligatoirement venir et satisfaire nos désirs. Pas facile de savoir dire non, mais tellement important de se mettre des limites. Donc, pas savoir, donc ce qu'on vient de dire, Stéphanie, c'est que ce n'est pas difficile de dire non, c'est difficile de tolérer un non. Parce que dire non, c'est tout à fait facile. Non, mais comme on imagine qu'on est en train de dire à l'autre je ne t'aime pas, du coup, on dit et ça, comment il va le prendre? Mais ça n'a rien à voir. Alors, c'est-à-dire que même les parents, quand ils aiment leurs enfants, ils doivent apprendre à leur dire non pour mettre des limites et pour leur montrer qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles et que ce n'est pas en relation avec l'amour. Au contraire, enseigner aux enfants, les éduquer, ce sont des preuves d'amour, bien évidemment. Non, ce sont des preuves d'amour. Que les laisser libres et qu'ils fassent ce qu'ils veulent, c'est pas exactement une preuve d'amour, c'est plutôt se laver les mains. Je confirme, j'ai eu du mal à dire non à mes enfants par peur qu'ils pensent que je ne les aimais pas. Donc Nathalie l'a ressenti directement. Donc ici, nous faisons effectivement une appréciation de cette négation qui n'est pas directement liée à la psychanalyse. Bon, la psychanalyse nous a montré qu'il s'agissait de cette idée du manque d'amour qui est associé au non. Donc, mais c'est-à-dire que si l'enfant il réclame quelque chose et qu'il interprète en disant si tu ne me le donnes pas, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Voilà. Et donc il y a une lecture assez simpliste, on va dire, mais ça c'est autorisé chez les enfants. Chez les adultes, c'est vrai que ça fait bizarre, non? C'est-à-dire ça ne répondrait pas des biais cognitifs utilisés face à la compréhension du non. Il y a plein de possibilités d'interprétation, Iman. On ne va pas dire que la seule manière, simplement on parle des gens qui ont des difficultés à dire non, et en général ils vont se reconnaître en disant bah oui effectivement, moi j'ai du mal à accepter qu'on me dise non, que je ne le prends pas bien. Alors non seulement c'est parce que quand j'exprime un désir, je veux tout de suite qu'il soit réalisé, je veux que les autres se mettent en marche pour réaliser mes désirs, et en plus je le veux immédiatement. Simona, bonsoir. Donc, même l'enfant a un nom de chantage. Donc, Linda, bonsoir. Donc, ce sont des choses où chacun va se reconnaître. On va dire après, il y a d'autres types de noms, il y a d'autres relations avec le nom. Ce n'est pas la seule relation qui existe, bien évidemment, avec le nom, que ce n'est pas obligatoirement considéré comme un rejet ni un manque d'amour. Ou que ça peut ne pas être lu uniquement comme ça. Après, chaque cas particulier aura son histoire. Donc voilà pour aujourd'hui cette première approche, on va dire, à partir du non, comment on peut vivre le non et nos difficultés, ou la difficulté de certaines personnes à dire non à l'autre, en disant bah oui, je t'aime beaucoup, mais non. D'accord? Donc ça fait partie du non dans notre vie quotidienne. Ensuite, on va rentrer un petit peu dans la théorie psychanalytique. Et dans la théorie psychanalytique, on va voir qu'on peut avoir peur aussi qu'on nous dise non. Voilà, c'est ça. C'est ce que je dis, Serge. Donc on n'aime pas qu'on nous dise non. Et après, il y a des gens qui disent non, par exemple, un petit peu par sadisme, en disant non. Non, on va voir dans les cas toujours aussi élégante Clémence. Merci Sonia. Comment apprendre aux enfants à dire eux-mêmes non sans être rejetés par la société? D'abord, il faut réussir à dire non dans des moments adéquats. Parce que quand on dit non dans des endroits qui ne conviennent pas,
Non, c'est-à-dire que s'ils sont à l'école et qu'ils ont un examen, ils ont un contrôle, et ils disent non, ben, ça ne correspond pas. Non, c'est-à-dire apprendre à dire non, là, non, parce que si on dit non là où il faut, il n'y a pas de raison d'être rejeté. Simplement, on se positionne en disant non, il y a des choses que je ne vais pas faire, il y a des choses que je vais faire. Donc, mais c'est vrai que c'est un apprentissage. Dans tous les cas, c'est un apprentissage. Savoir dire non à ce qui convient et savoir dire non à ce qui ne convient pas. Non, c'est-à-dire, ou savoir dire oui à ce qui convient et savoir dire non à ce qui ne convient pas. Après, il y a un nouvel apprentissage. Qu'est-ce qui me convient réellement? À quoi réellement je dois dire non et à quoi il convient que je dise oui parce que ben, ça me convient mieux de dire oui, non? Bon alors, pour dire, je voudrais rentrer aussi sur le sujet de la négation. Le sujet de la négation, c'est quelque chose de très important pour le sujet, non? Parce que ça va faire partie de la constitution, c'est un élément qui va faire partie de la constitution du sujet. Et d'ailleurs, Freud va écrire un texte, un essai qui va s'appeler directement la négation. Donc, où il va s'intéresser spécialement à ce que signifie ce nom, bien sûr, dans le cadre d'une analyse. Non? En dehors d'une analyse, on peut écouter les noms d'une manière différente. Mais dans le cadre d'une analyse, il va nous montrer, il va nous aider à voir un petit peu comment on doit, comment fonctionne en fait la négation. Bon, parce que ce qu'il va nous présenter, et ce qui est super intéressant, c'est qu'il va nous présenter la négation comme un mécanisme psychique. Donc, ce n'est pas simplement je ne sais pas dans quel livre c'est, Céline, c'est un essai, La négation de Freud, vous devez trouver en PDF, peut-être sur Internet. Mais c'est assez complexe. Donc ici, on va faire une petite approche. Et donc pour pouvoir expliquer un petit peu, parce que quand on parle de psychanalyse, rappelons-le, chez les jeunes enfants, il y a une période d'opposition, ils disent non à tout et ils se structurent en même temps. Donc, exactement, donc ça fait partie de la constitution du sujet. On va dire que les enfants, ils apprennent d'abord à dire non et ensuite à dire oui. Donc, ça fait partie de la constitution de la pensée, non? Pour pouvoir se constituer avec notre pensée. Donc on va voir un petit peu, parce que quand on parle de psychanalyse, on fait toujours référence à notre appareil psychique. C'est-à-dire qu'on ne fait pas référence lorsqu'on dit non et que l'on réagit mal, la réaction n'est-elle pas la peur inconsciente de perdre quelque chose? L'amour. De perdre l'amour de l'autre. Non? Quand il y a une mauvaise réaction face à un non, ben, on peut dire non, non, mais je t'aime beaucoup, hein, mais je dis non. Donc, donc je disais que quand on parle de psychanalyse, et ça c'est très important, et j'aime bien le souligner, pour ne pas confondre, c'est-à-dire qu'on parle d'un champ théorique. Et quand on parle d'une théorie, ben on parle d'un champ d'action, on va dire un champ d'étude, que quand on va parler de certains termes, de terminologie, quand on parle de la négation, par exemple, on va parler de la négation en psychanalyse. Après, il existe bien évidemment la négation dans beaucoup d'autres parties de notre vie, mais qui sont considérées comme une chose différente. Donc, en 1923, Freud va écrire un texte qui est très intéressant, en 1923, un texte qui va transformer un petit peu cette théorie, alors toujours à l'intérieur du champ, mais qui va enrichir en fait avec de nouveaux concepts et de nouveaux éléments la théorie psychanalytique. En 1923, il va donc écrire Le moi et le ça. Et donc c'est un texte très important pour la théorie psychanalytique. Mais à l'intérieur de ce texte, il y a une idée qui va nous intéresser tout à fait spécialement. C'est un texte très riche, mais nous, on va s'arrêter simplement sur une idée qui va nous permettre d'aller là où nous voulons aller. C'est-à-dire que dans ce texte, il va comment on va dire, il va nous présenter, il va expliquer ou il va redéfinir, parce qu'en plus c'était quelque chose qu'il avait déjà dit en 1900 dans l'interprétation des rêves, mais qu'il va le répéter donc 23 ans après, il y a 100 ans, en 1923, qu'il n'y a pas moyen de rendre conscient l'inconscient si ce n'est par l'intermédiaire de l'interprétation psychanalytique. C'est-à-dire que l'inconscient freudien, pas l'inconscient en général, l'inconscient freudien, l'inconscient de la psychanalyse, c'est quelque chose
qu'on va pouvoir connaître uniquement grâce à l'interprétation psychanalytique. Et ça, il va nous le présenter, donc en 1923, il va nous le répéter, c'est-à-dire qu'après 23 ans de travail, il continue à dire effectivement ce que j'ai présenté en 1900, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça, et il n'y a pas moyen de rendre conscient l'inconscient si ce n'est par l'intermédiaire de l'interprétation psychanalytique. C'est-à-dire que l'inconscient du sujet n'existe pas tant qu'il n'est pas en psychanalyse. Dans le sens où il n'existe pas, dans le sens où on ne peut pas le savoir quel est son contenu, on ne peut pas l'interpréter, puisqu'il n'est pas dans la machine, comme si on se prête, non? Le sujet, quand il commence une psychanalyse, il se prête à rentrer dans cette machine qui va lui permettre de connaître certaines choses de son inconscient. C'est très intéressant, exactement. Anas. Donc tout ça pour commencer, pour dire. Et c'est parce qu'il va nous dire qu'en fait, connaître, quand on parle de connaître, quand on dit connaître, et c'est Freud qui le dit, quand on fait référence donc au verbe connaître, c'est toujours quelque chose qui fait référence à la conscience. C'est la conscience qui connaît. Non? Et donc, pour connaître les contenus de l'inconscient, il est nécessaire qu'ils arrivent à la conscience. Parce que sinon, on ne peut pas les connaître. Non? Il n'y a pas de contact entre la conscience et l'inconscient, il n'y a pas de contact si ce n'est par l'intermédiaire de l'interprétation psychanalytique. Donc, il dit que pour connaître les contenus de l'inconscient, certains contenus de l'inconscient, il va falloir passer par une psychanalyse et par l'interprétation. Et il va nous expliquer, ou en tout cas moi je vais le faire là aujourd'hui, parce qu'il va, ce qu'il nous avait déjà expliqué dans l'interprétation des rêves, mais parce qu'en fait il va dire pourquoi l'inconscient ne peut pas passer par la conscience. Parce que tous les éléments qui existent dans l'inconscient sont des éléments qui ont été réprimés, refoulés si vous voulez. C'est-à-dire que pour la fabrication de cet appareil psychique, parce que de la même façon qu'on a dû fabriquer toute notre anatomie, non, on n'est pas né comme on est là comme maintenant, pour la fabrication de notre anatomie, de la même façon on a dû fabriquer notre appareil psychique. Donc il a dû se constituer. La scène bonsoir. D'accord? Il a dû se constituer. Et il y a, dans la constitution de cet appareil psychique, il y a un moment qui est fondamental, qui est le moment de ce qu'on appelle la répression primordiale. La répression primordiale, ça veut dire la première. La première qui va avoir lieu, donc chez les enfants, il va y avoir la répression qui va s'établir, donc qui va provoquer ce qu'on appelle l'époque de latence chez les enfants, où avant ils s'intéressaient à tout ce qui était sexuel, ils voulaient voir les gens tout nus, ils n'arrêtaient pas de se toucher, ils se baladaient tout nus, par exemple, et qu'après cette répression, ils vont devoir, tous les désirs qui existaient en eux vont être réprimés. Et ils vont être réprimés de telle manière qu'ils ne vont plus jamais réapparaître dans la conscience. Et c'est ce qu'on appelle la répression primordiale. Après, il va y avoir d'autres répressions, parce qu'en fait, la répression, elle va s'établir comme mécanisme, et une fois qu'elle est établie comme mécanisme, en fait, dès qu'il y a un élément qui va s'approcher un petit peu trop du sujet, ou qui va provoquer chez le sujet des désagréments, ce contenu va être réprimé. Et il va passer dans l'inconscient. Et donc, le sujet ne va plus savoir... Non, il ne va plus rien savoir de ce matériel, de ces représentations, on dit de ces représentations dont le sujet ne veut rien avoir. Et en fait, il faut savoir que chaque représentation, on parle de représentation par exemple d'un désir. Non, on va parler d'un désir et nous avons des désirs de faire certaines choses et nous ne nous permettons pas d'exprimer, ni même d'y penser. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on devrait pouvoir être capable, mais il y a certains désirs qui, on ne se permet pas de les avoir. Non? Et les fixations. Sofiane s'intéresse aux fixations. Quel est le lien avec le fait de dire non? On y arrive, Sonia, on y arrive. Et en fait, donc il va dire qu'après cette répression primordiale, en fait, dans chaque désir que nous avons, il y a la représentation du désir que nous avons. Donc nous avons le désir, comme les enfants,
non, comme les petits garçons qui veulent se marier avec maman, bah après ça va être un désir qui va être réprimé. Mais l'énergie qui est associée à ce désir, parce qu'il y a la représentation, je me marie avec maman, et de l'autre côté, il y a une énergie qui s'attache à ça, l'énergie, elle va continuer libre. Et qu'est-ce qu'elle va faire, l'énergie? Ben, l'énergie, elle va s'associer à une autre représentation qui va être, à partir de ce moment-là, tolérée par le sujet. Parce qu'il y a répression primordiale quand tout d'un coup, l'enfant, il va réprimer, il va dire oui, effectivement, non, ce sont des désirs qui sont interdits, je n'ai pas le droit de me marier avec ma maman, c'est un désir interdit, donc je vais renoncer à ce désir. Quel est le principal désir de l'être humain? Le désir, on va voir que pour l'être humain, c'est de désirer. Le principal désir de l'être humain, c'est de désirer, Céline. De désirer, peu importe l'objet qu'on va avoir. Après, parce qu'une fois qu'on a réprimé ce premier désir, en fait, après, tout le reste, non, ça va être des désirs qui peuvent, c'est-à-dire que cette énergie qui était associée à ce désir primordial, ben après, elle va se balader dans notre vie, il va s'associer à d'autres choses. Donc, ça fait partie de la construction du moi. Donc, et on va voir qu'il va y avoir, donc, et ça c'est important, d'un côté il y a ce qu'on appelle la représentation, de l'autre côté il y a ce qu'on appelle donc l'affect. L'affect, c'est l'énergie. Donc l'énergie, elle va s'associer à d'autres représentations que le sujet va pouvoir tolérer. Mais cette représentation n'a plus rien à voir avec la représentation originale. C'est-à-dire que la représentation, l'affect, il s'est déplacé de représentation en représentation, non, et qui permet d'arriver à la conscience. Donc en fait, l'affect est parti d'une représentation qui n'était pas consciente, non, qui était inconsciente, qui a traversé tout le chemin pour arriver jusqu'à la conscience, et en traversant, il s'est complètement transformé. Donc ça n'a plus rien à voir avec le désir inconscient qui est à la base des désirs qui apparaissent dans notre vie, donc qui apparaissent et qui se manifestent dans notre vie, dans notre conscience. D'accord? C'est-à-dire que c'est l'élément de la répression qui va toujours séparer. C'est pour ça que Freud dit que notre conscience, en fait, est aveugle à nos véritables désirs. Donc tout ce qui apparaît dans la conscience est toujours du matériel qui a été transformé. C'est jamais le matériel qui vient de l'inconscient. C'est on va parler de déformation, donc il se déplace, il se condense, il se déguise pour arriver dans la conscience et être accepté, puisque la conscience, elle va vouloir que le sujet se comprendre, être cohérent, avoir une certaine logique. Donc pour pouvoir tout ça, il faut qu'elle se transforme, parce que dans l'inconscient, on ne comprend pas, on ne juge pas, on ne calcule pas, il y a une logique qui a rien à voir avec la logique de la conscience, et en plus, il y a beaucoup plus de liberté, on va dire, comme dans les rêves. Non, dans les rêves, c'est différent. Dans les rêves aussi, il y a la répression. Choisir, c'est renoncer, non? Choisir, c'est renoncer, mais quand on pense, Théophile, choisir, c'est renoncer, mais renoncer à quoi? Parce qu'en fait, à quelque chose qui n'existe pas. Non? Choisir, c'est Claudette, bonsoir. Donc c'est choisir, mais c'est renoncer à quelque chose qui n'existe pas. En fait, on ne perd rien quand on renonce à quelque chose, parce qu'en fait, on renonce, mais il n'y avait rien. Camélia, bonsoir. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien dans le sens où le chemin n'était pas pris. Non, je n'avais pas pris ce chemin. C'est pas que je renonce à quelque chose puisque le chemin n'était pas fait. Donc je renonce à prendre ce chemin, mais le chemin n'existait pas. Tant que je ne le fais pas, il n'est pas fait, il n'existe pas. Donc ça, c'est une notion aussi particulière, le fait de renoncer, parce qu'on ne sait jamais exactement à quoi vraiment on renonce. Donc, ce que je veux dire, c'est que donc, nous avons ces phénomènes de la conscience qui n'ont strictement rien à voir avec l'inconscient. Donc en 1925, il rédige donc cet article, donc je vous parle, cet article super intéressant et complexe, et très complexe, qui s'intitule « La négation » et qui va nous présenter donc ce mécanisme de la négation. Lorsqu'on refoule, c'est dire non. D'une certaine façon, Nadia, c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites, mais on ne dit pas non, on refoule. Et en plus, réprimer, refouler, c'est un mécanisme que nous faisons sans nous en rendre compte.
C'est-à-dire que nous ne savons pas les idées que nous avons. Bonsoir, Jazz. C'est-à-dire que c'est un mécanisme dont que nous ne sommes pas conscients qu'il se met en marche. Nous ne savons pas ce que nous avons, le matériel que nous avons, ni le matériel, ni que nous l'avons fait. Nous ne savons pas. Nous pouvons soupçonner qu'il y a quelque chose qui a dû se passer, mais non, ce sont des mécanismes inconscients. Parce que tout ce qui a lieu dans l'appareil, ben, la conscience, elle n'a pas notion de ce qui se passe dans l'appareil. Elle peut étudier la psychanalyse pour savoir un petit peu ce qui se passe dans l'appareil, mais pourquoi l'enfant ne peut pas dire non face au danger? Il veut toujours voir le résultat. Ça fait partie de l'apprentissage, non? Sonia, c'est un renoncement à quelque chose d'imaginaire. Ben oui, c'est à une idée en fait. Non, Sonia, je renonce, j'ai deux chemins, je dois choisir A ou je dois choisir B. Si je choisis A, on dit que je renonce à B. Mais non, mais B, il n'existe pas. Tant que je ne le fais pas, il n'existe pas. Donc, en fait, je ne renonce à rien, je choisis. Donc, mais bon, ça c'est une autre notion. On va essayer de voir ce que ça veut dire quand on parle en psychanalyse de la négation, parce que c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc, rappelez-vous, en 1923, Freud répète une autre fois, parce qu'il l'avait déjà répété pendant 23 ans, qu'il n'y a pas de contact entre la conscience et l'inconscient, que nous ne pouvons rien savoir de l'inconscient si ce n'est par l'intermédiaire de l'interprétation psychanalytique. D'accord. Ok? Et quand il va nous parler de la négation, Freud, donc en 1925, dans ce texte dont je parle, bonsoir, j'ai commencé une psychothérapie analytique, j'ai fait déjà 8 séances, mais je ressens aucune amélioration et franchement, je ne comprends pas réellement le processus de guérison par la parole. Donc ça, il faut savoir, il va falloir apprendre à être patient. C'est-à-dire qu'on doit être patient de la psychanalyse, c'est-à-dire qu'on doit se donner, je veux dire que vous connaissez des processus, non? Que c'est un processus, la psychanalyse c'est un processus qui prend un certain temps, et qu'il y a des personnes qui voient des résultats dès le départ, dès le début, qui voient qu'il y a la possibilité d'une transformation. Parce que même s'il n'y a pas réellement une transformation, le sujet peut se rendre compte qu'il y a la possibilité d'une transformation. Donc après, il décide s'il continue ou il ne continue pas. Non, parce qu'il y a des gens qui viennent voir si c'est possible de se transformer. Et quand ils commencent à voir que c'est possible, ils disent « Oups, je reste pas, je m'en vais. » Et je ne veux pas changer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas changer. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que, mais que le travail analytique, c'est un travail qui, quand on veut réellement, quand on parle réellement de transformer des comportements du sujet, en fait, il faut apprendre à changer d'idée. Et nous avons une relation tout à fait particulière avec nos idées. C'est-à-dire qu'en général, nous aimons nos idées comme si elles nous appartenaient, comme si c'était nos trucs à nous. Alors que nos idées, c'est les idées de plein d'autres gens. Que nos idées, elles ne nous appartiennent pas à nous, c'est-à-dire qu'on les a pris dans un livre, dans un autre, on les a entendus là, on les a entendus là. Ils ne sont pas les nôtres. On se les est appropriés. Et donc de la même façon qu'on s'est approprié certaines idées, on pourrait s'en approprier d'autres qui seraient beaucoup plus adéquates pour le développement de notre vie. Pourquoi beaucoup de personnes ne veulent pas changer? À rester le même toute sa vie, c'est triste. Mais il y a l'incertitude, Céline. Parce que changer, ça veut dire faire face à l'incertitude. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Dire non à nous-mêmes, c'est un refoulement, un mécanisme de défense. Ce sont les idées qui gouvernent le monde. Ce sont les idées qui gouvernent le monde, mais surtout ici, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils nous gouvernent nous. Donc quand on va dire, qu'est-ce qu'il disait Nouridine, il disait, je ne me rappelle plus, Nouridine, il disait dire non à nous-mêmes. Dire non à nous-mêmes, ce n'est pas réprimer. Bon, ce n'est pas réprimer. Dire non à nous-mêmes, c'est refuser de vivre certaines choses, non? Alors, c'est un peu ce que dit Krishnamurti. Donc, mais ici, nous sommes, non, on va rester sur le terrain théorique. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui disent des choses similaires à ce que dit la théorie psychanalytique. Mais quand nous partons de la théorie, nous sommes dans un champ, j'insiste, parce que c'est quelque chose, quand on parle et qu'on dit que la psychanalyse c'est une science, c'est parce qu'elle a un terrain défini. Qu'on ne peut pas dire, tiens, il y a des gens qui s'inventent des pulsions, qui s'inventent des désirs, qui s'inventent des trucs et qui disent que ça appartient à la psychanalyse. Non, la psychanalyse, elle a déjà, non,
ces concepts construits. Alors on peut construire un nouveau concept, mais à l'intérieur de la théorie, c'est-à-dire toujours un concept qui va être surdéterminé par le concept d'inconscient. Un amour d'idées de connotation possessif. Un petit peu, Iman, exactement. C'est comme si nous étions, Hakim, bonsoir, comme si nous étions un peu possessifs avec nos idées. Ben, vous voyez, les êtres humains, ils sont possessifs avec les gens, ils sont possessifs avec ce qu'ils ont, ils sont possessifs avec leurs idées. Eh bien oui, nous sommes comme ça, les êtres humains. Freud disait, je crois, le moi n'est pas maître dans sa maison. Exactement. Nous ne sommes pas maîtres dans notre maison. Nous ne pensons pas ce que nous aimerions penser, nous ne faisons pas ce que nous aimerions faire, nous n'avons pas les ambitions que nous voulons faire, nous ne faisons pas le travail nécessaire pour réaliser, pour suivre nos ambitions, c'est-à-dire que nous faisons ce que nous pouvons. Hein, comme on dit, on fait ce qu'on peut. Lila, bonsoir. Donc, je reviens sur ce texte de la négation, donc qui est très important, très intéressant, qui est très important et très intéressant, et aussi pour nous penser un petit peu le système de la négation. C'est-à-dire que on va voir que d'un côté, la négation, il nous la présente comme un instrument pour écouter les patients. Pour écouter les patients. C'est-à-dire que d'un côté, c'est pour écouter les patients, de l'autre côté, on va le voir comme mécanisme de l'appareil psychique. Et en fait, on va voir, et Freud a découvert, que quand on écoute un patient, parfois, il y a des patients qui vont, par exemple, raconter un rêve. Donc il y a un cas, je crois que c'est un cas d'ailleurs que présente Freud dans un de ses textes, où le sujet raconte un rêve, et il dit à son psychanalyste, il dit « Mais n'allez pas penser, docteur, que la femme de mon rêve, c'est ma mère. » Il dit là, avec la négation, il nous dit « Si ». C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il nous dit? Donc nous, on doit écouter, comme psy, comme spécialiste, on doit écouter qui dit « Je n'aime pas du tout cette idée-là, mais la femme de mon rêve, c'est ma mère. » C'est-à-dire que l'idée que je disais au départ, la représentation qui était réprimée, qui ne pouvait pas arriver à la conscience, Freud il va dire que par l'intermédiaire de la négation, il arrive à la conscience. Mais il arrive à la conscience en étant nié. C'est-à-dire que le sujet ne va pas s'en rendre compte que c'est ça sa vérité. Ça va apparaître de façon intellectuelle, on va dire, dans la conscience, mais le sujet ne va jamais le reconnaître. C'est pour ça qu'il va dire non peut-être une forte personnalité. Non, c'est être adulte. Savoir dire non, c'est être adulte. Et donc il va nous donner plusieurs exemples, et ça on peut le voir par exemple, quand un psychanalyste va faire une interprétation, et que le patient va répondre « Mais non, pas du tout, mais qu'est-ce que vous imaginez? Mais pas du tout, moi ça, mais pas question. » C'est-à-dire que j'ai visé juste, on va dire. Le non nous chahute par rapport au oui. Donc, Serge dit qu'il est chahuté. Donc, on chahutait quand on était enfant, non? Stéphanie, exactement, c'est très intéressant ce que vous dites. Donc, il va nous expliquer que justement, il y a cette possibilité. Alors, regardez, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est-à-dire que c'est une manière, mais le sujet ne va pas s'en rendre compte, parce que le sujet, en plus, des fois, il va nier et super nier. Mais qu'est-ce que vous dites? C'est n'importe quoi ce que vous dites. Il va dire, mais non, pas du tout. C'est-à-dire que on va interpréter, par exemple, à un patient, vous voulez arrêter votre analyse? Mais non, j'ai jamais pensé à ça. Ah, ça veut dire, je ne veux pas, mais j'ai pensé à ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie de lui qui n'accepte pas son idée. C'est pour ça que, avec la négation, ça arrive dans la conscience, mais le patient ne s'en rend pas compte. Se rend pas compte que c'est ça qui est en jeu en lui. Mais c'est pas un déni, non? Parce que je sais pas trop ce que les Français ils appellent déni, non? Ils ont l'habitude de dénier, je sais pas ce que c'est, mais je veux dire que c'est pas quelque chose de psychanalytique. Là, il va parler de la négation comme un mécanisme qui permet qu'il y ait certaines représentations que le sujet ne tolère pas qui arrivent. Pourquoi? Parce que les sujets, par exemple, ils ne tolèrent pas avoir des sentiments hostiles.
et encore moins qu'il y ait quelqu'un qui les souligne. Alors quand tout d'un coup il y a quelqu'un dans une analyse qui va lui souligner qu'il a des sentiments hostiles, il va crier garde, moi non. Et donc on va savoir, bah oui, nous avons tous des sentiments hostiles et que c'est difficile pour le sujet de tolérer, non? Pensez-vous que c'est vrai à chaque fois? Donc effectivement, on va voir, Sarah, que il faut écouter le patient. Non, il faut savoir un petit peu, on va voir quelle était la situation, quelle était la phrase qui a été dite, ce qui se passe après. Donc à chaque fois. Mais de toute façon, c'est une façon aussi de penser, parce qu'il ne s'agit pas de chercher la vérité du patient, sinon de savoir que ce qu'il nous dit, nous ne pouvons pas le croire tel quel. Qu'il dit non, 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 et on dit ah, peut-être que j'ai visé juste. D'accord? Dans le sens où peut-être que c'est justement là où est impliqué le sujet. D'accord? Ou par exemple, il y a des gens, alors ça vous pouvez le voir aussi dans votre vie quotidienne, non? Des gens qui disent ah, je suis désolé, j'ai tout fait pour pas arriver en retard, je voulais pas arriver en retard, mais je suis arrivé en retard. Alors quand il dit je voulais pas arriver en retard, c'est-à-dire j'ai tout fait pour arriver en retard. Parce que, mais il y a quelque chose en moi qui ne supporte pas d'avoir ces désirs-là. Ou par exemple, je lui marche sur le pied et j'ajoute pardon, je ne l'ai pas fait exprès. Alors ça, on sait que c'est l'inverse. C'est je te marche sur le pied, non? Parce que j'ai des sentiments hostiles envers toi, je le fais et après, mais comme je ne supporte pas d'avoir des sentiments hostiles, donc j'ai cette contradiction en moi. Et donc je dis non, non, je ne l'ai pas fait exprès, mais je te jure que je ne l'ai pas fait exprès, mais non, je ne l'ai pas fait exprès. D'accord? Parfois, ce n'est pas le nom qui dérange, mais c'est la manière de l'exprimer. D'accord? Donc c'est parce qu'on entend, vous voyez, ce manque d'amour. Donc, c'est la manière de l'exprimer. L'autre, il ne nous le dit pas. Et on sent qu'il ne nous aime plus à ce moment-là avec le nom. Non? Ça, c'est intéressant ce que vous dites. Non? Que c'est-à-dire qu'il y a ce nom donc, qui est difficile à accepter parce qu'on l'entend comme un rejet complet. Ne peut-on pas tirer des conclusions trop hâtives? Le contre-pied de ce que dit la personne. Mais il n'est pas question, Corinne, de tirer des conclusions. C'est une manière d'écouter le patient. Non? C'est pour ça que je dis qu'il n'est pas question de dire tiens, ça c'est sa vérité, j'ai raison moi. Non, non. C'est pas question de ça, c'est simplement de ne pas croire ce nom qu'il nous dit avec effusion. Et quand il dit ne pensez pas, docteur, que la femme de mon rêve, c'est ma mère, on va dire tiens, je vais commencer à écouter en pensant que c'est sa mère. D'accord? C'est-à-dire une sorte d'ambivalence, exactement, Ivan. Il y a une sorte d'ambivalence dans le sujet, c'est-à-dire qu'il y a une partie de lui, et ce qui va nous dire de la négation, qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une partie que la négation, elle contient la répression, parce qu'il ne s'est pas libéré de la répression. C'est-à-dire que lui, quand il dit qu'il n'a pas fait exprès, c'est que réellement il n'a pas fait exprès, donc ça veut dire qu'il continue à réprimer. Pourquoi la philosophie du non n'est pas à la portée de tout le monde? Je ne connais pas la philosophie du non. C'est quoi la philosophie du non? Donc, c'est-à-dire que, et c'est pour ça que le mécanisme de la négation, c'est quelque chose de très intéressant, parce que ça contient la répression, mais ça la dépasse, puisque l'information va sortir dans la conscience, alors que normalement, la représentation réprimée ne peut jamais sortir dans la conscience. Et par la négation, elle va apparaître. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'elle va se présenter. D'accord? Donc, il continue d'y avoir la répression, et en même temps, il y a la manifestation dans la conscience. Michel, bonsoir. Donc, c'est pour ça que non seulement il y a le déplacement d'une représentation indésirable qui s'est manifestée, non? Et en même temps, il y a la répression qui s'est maintenue. Il y a les deux choses. Donc dans la négation, c'est un phénomène, on va dire un mécanisme psychique qui est très intéressant. Et en plus, on va voir que c'est quelque chose qui participe, donc comme on voyait, à la formation du moi dans le sujet. Parce que le moi, bien sûr, comme je disais au départ, on n'arrive pas avec un moi comme ça. Non, c'est-à-dire le moi va se former, comme tout le reste va se former. Répression non accomplie avec succès. Alors on va dire que la répression, a priori, elle ne se fait jamais avec succès. Non? La philosophie du non selon Bachelard.
Donc ça, c'est de la philosophie, c'est pas de la psychanalyse. Hein? Je veux dire, simplement, c'est pour réajuster le tir. Ok? Donc la négation permet qu'arrive à la conscience une représentation qui est réprimée, mais qui n'élimine pas la représentation. Et donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et puis en plus, c'est quelque chose d'intéressant pour écouter les patients. C'est-à-dire qu'il m'a dit non. Alors vous l'avez cru? Non, on ne sait pas. Il dit non, on ne sait pas. De la même façon, de toute façon, donc c'est pour ça que c'est un élément qui est intéressant c'est un élément qui est très intéressant pour apprendre à mieux écouter les patients, c'est-à-dire à mieux écouter les patients. Donc c'est un élément qui va nous apprendre ça. Non? Donc pour distinguer, non? Pour distinguer ces choses-là. Est-ce que les résistances du patient sont une façon de dire non au changement? Bien évidemment, sont une façon de dire non, mais pas seulement au changement, sinon que les résistances, on va voir que c'est quelque chose qui apparaît parce qu'il y a des choses que le patient ne veut pas savoir de lui-même. Il y a des éléments de son être qu'il ne veut pas connaître. C'est pour ça qu'on dit qu'une psychanalyse, c'est un instrument qui va permettre l'autoconnaissance et l'autotransformation. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont apprendre à s'autoconnaître, mais qui ne vont pas faire le pas de la transformation, parce que la transformation, c'est quelque chose qui appartient au patient, c'est pas quelque chose qui appartient à la psychanalyse. C'est la figure de style de l'antiphrase. Oui, mais là, vous le changez aussi de... Non, on s'en va dans la linguistique. Donc, vous le changez de terrain d'action, non? Ici, on parle du terrain psychanalytique. Donc nous sommes dans le terrain, Nadia, bonsoir, donc nous sommes dans le terrain de la psychanalyse. Après, si on sort du terrain, alors là on parle d'autre chose. On parle d'autre chose, non? L'antiphrase, tout ça, c'est un autre terrain de travail et un autre terrain pour comprendre, non, pour étudier ce qui se passe. Mais non, on étudie autre chose. On étudie autre chose. Donc c'est intéressant de voir comment le sujet va utiliser la négation, comment il va nier certains faits, non, et qui participent, mais que la résistance, c'est apprendre à se connaître, non? C'est la difficulté d'apprendre qu'il y a des choses, parce qu'en fait, il faut savoir que les résistances, non, c'est les conséquences de cette répression primordiale. Donc à chaque fois, je résiste, pourquoi? Parce qu'il y a un noyau, non, que j'ai réprimé et dont je ne veux rien savoir, dont ma conscience ne veut rien savoir. Donc je continue à réprimer, en plus, c'est ça l'histoire avec la répression, c'est que la répression, elle continue à réprimer pour maintenir ce matériel qui a été réprimé, pour le maintenir réprimé. Donc ça, c'est toute une énergie, on va dire, qui est utilisée pour maintenir caché ce que le sujet ne veut rien savoir de lui-même. Bon, ce qu'il ne veut rien savoir de lui-même. Et en fait, parce que les éléments qui sont cachés et qu'il ne veut pas savoir de lui-même, en fait, ce sont des choses qui appartiennent en général à tout le monde. C'est des choses des êtres humains. Les êtres humains, ils sont comme ça. Nous aussi, on est comme ça. Donc, on a une manière d'être en relation avec nous-mêmes un petit peu particulière. Il y a des choses qu'on préfère ne pas savoir. Amaryllis, est-ce que se défendre de quelque chose avant s'en être accusé, c'est systématiquement un aveu? Je ne comprends pas. Se défendre de quelque chose. Alors on va voir, parce que se défendre quelque chose au niveau de la conscience, non, on va dire à la rigueur, c'est pour la conversation avec quelqu'un. Mais au niveau psychanalytique, en fait, se défendre de quelque chose, c'est quelque chose qu'on fait sans s'en rendre compte. C'est qu'on fait, non, je répète, on se défend, les mécanismes de défense que le sujet utilise pour se protéger de ces éléments dont il ne veut rien savoir, c'est un mécanisme, non, qui existe, on va dire, qui est inconscient. Que le sujet, il peut s'en rendre compte quand tout d'un coup il a un symptôme. Il dit, tiens, apparemment, si j'ai un symptôme, il y a quelque chose que je ne veux pas savoir. C'est tout. Et en plus, ça fait partie d'une certaine normalité. C'est-à-dire qu'il y a des choses que, bien évidemment, je veux dire qu'il y a
il faut savoir que chez l'être humain, et ça c'est très important, nous avons deux points qui sont essentiels et que nous avons des difficultés à l'accepter. Et les deux points qui sont difficiles à l'accepter, c'est que le monde existait avant moi, que le monde, il y a eu une histoire avant moi, quand je suis arrivée, il y avait déjà plein de choses, et que le monde va continuer après moi. Et ça, ce sont deux situations que le sujet, même si théoriquement il est capable de le dire, il dit bah oui je le sais, mais je le regarde de loin. Non, je veux dire que je ne m'en approprie pas. Mais quand on s'en approprie, c'est-à-dire qu'on accepte cette situation de l'être humain, non, cette situation de l'être humain qui a eu un monde avant et il y aura un monde après. Qu'est-ce qu'il arrive au psyché si on n'est pas susceptible de dire non? Susceptible de dire non, ça c'est plus des conséquences, on va dire des conséquences sur le sujet, non, que le sujet, s'il n'est pas capable de dire non, il va se voir obligé de réaliser certaines choses, non. Mais surtout, le problème, c'est pas qu'il n'est pas capable de dire non, ce qu'il ne tolère pas que personne ne lui dise non. Donc c'est une personne qui continue avec une certaine situation infantile, la scène. D'abord, donc le problème, c'est ne pas être capable de dire non, sinon que le fait de ne pas être capable de dire non dénonce une partie d'infantile qui est encore en moi. C'est déstabilisant lorsqu'on connaît ce mécanisme, lorsqu'on l'entend et le reconnaît. Disons qu'il faut se l'approprier, Sarah. C'est déstabilisant au départ. Après, quand on se l'approprie, qu'on se rend compte, oui, que l'être humain, il est comme ça. Que l'être humain, parce que moi, par exemple, qui connaît le mécanisme de la négation, ça ne veut pas dire que je ne tombe pas dans le piège, que moi, de temps en temps aussi, je dis, mais non, pas du tout. Ah, mais après, je me rends compte. Je me dis, ah non, pardon. Parce que là, du coup, moi, ça me revient. Et je me rends compte que, si, je suis en train de dire que si, c'est comme ça. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'au départ, c'est déstabilisant. Pensez qu'il n'y a rien de l'inconscient qui va arriver dans la conscience, que dans la conscience, tout ce qui arrive, c'est du matériel déformé, c'est déstabilisant. Mais petit à petit, on s'habitue à vivre avec cette situation d'humain, parce que l'être humain, il est comme ça. L'être humain, il a été fabriqué comme ça. L'être humain, c'est un être mortel qui a besoin de la sexualité pour pouvoir se reproduire, qu'il a une énergie qui ne décide pas exactement ce qu'il va faire avec son énergie, sinon que l'énergie, elle fonctionne selon l'organisation qui existe dans son psychisme, et donc il faut accepter que tout ça, oui, non seulement le moi n'est pas maître dans sa maison, sinon qu'il n'est maître de strictement rien. Alors il peut, après, c'est pour ça que ce qui va être important, c'est de pouvoir accepter qu'il y a certaines choses, accepter cet être humain avec lequel il vit. Parce que, je vis avec cet être humain qui est mortel, qui a besoin de la sexualité pour se reproduire, qui ne sait pas exactement ce qui lui arrive, qu'il a des formations dans la conscience, mais l'énergie est bloquée parfois. Mais ça, c'est ce qui se manifeste dans la conscience. Parce que l'énergie, elle n'est jamais bloquée. L'énergie, elle circule toujours. L'énergie, elle circule toujours. Mais après, elle ne circule peut-être pas là où il faut. Et ça, on peut le voir donc dans la relation, comment le sujet donc va parler de ça. Il y a des gens qui disent « j'ai pas d'énergie, je peux pas faire beaucoup de choses ». Parce que l'énergie, elle est occupée à autre chose. Parce que sinon, l'énergie de l'être humain, il a une quantité d'énergie, l'être humain. Donc quand on n'a pas beaucoup d'énergie et qu'on ne peut pas utiliser son énergie à faire plus de choses, c'est parce qu'elle est en otage, prise en otage ailleurs. Être humain, c'est être du côté de l'incertitude, de la solitude ontologique et de la finitude. La solitude, je ne suis pas tout à fait d'accord. L'incertitude, bien sûr, de la finitude, bien sûr, mais la solitude, qu'est-ce que vous appelez la solitude ontologique? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, que je veux dire, parce qu'il y a une solitude, mais en fait, nous vivons au milieu des autres. J'ai eu un collègue aujourd'hui qui vient me voir, et j'ai commencé par « ce n'est pas contre toi », mais j'ai tout de suite compris que oui, c'est contre moi. Exactement, Paola. Exactement. Exactement. Mais qu'il n'aime pas que ce soit comme ça. Parce que s'il le présente, lui, par la négation, c'est parce que lui, il n'est pas content que ce soit comme ça. Il aimerait bien vous aimer pleinement.
Mais il y a quelque chose en lui qui fait qu'il se bataille. D'accord? C'est pour ça que, après, il ne faut pas non plus le prendre comme quoi l'autre il m'agresse. C'est que lui aussi, il a ses contradictions. Rappelons-le, il n'y a pas d'amour sans haine, ni de haine sans amour. Donc voilà l'être humain avec lequel nous vivons. Non, c'est toute une histoire, cet être humain, c'est toute une histoire. Donc c'est pour ça que nous allons continuer mardi prochain à 21h, Psychanalyse pour tous, notre espace. Et j'ai déjà un sujet en tête pour le prochain sujet de la semaine prochaine. Donc j'espère qu'il sera très intéressant. Donc rappelez-vous, vous pouvez partager sur vos réseaux cette vidéo et je vous remercie même, je vous remercie de le faire. D'accord, c'est quelque chose qui est, merci René, Patrick, je crois que c'était Céline, bonsoir, fort intéressant, Simon, bonsoir, merci à vous, Sonia, c'est quoi, Sonia la curieuse, nous verrons Pascal, merci, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, Célia, merci à vous, Serge, merci à vous, Jean-Loup, cet apport, Martine, pour votre intervention très intéressante, théorie clinique sur la négation, oui, c'est une façon de dire les choses, Corinne, Stéphanie, Nadia, Vitali, Paola, très intéressant, et Abdeslem, pardon, j'ai des difficultés avec les pronoms, donc je ne prononce pas tous les jours. Théophile, bonne semaine à vous aussi. Abiba, merci. Sonia, merci à vous. Anifi, au revoir. Marie-Laure, à mardi, merci à vous. Nathalie, intéressant, mais ardu. Sarah, bonjour. Nadia, Iman. Donc vous savez que pour les gens qui n'ont pas peur des thèmes ardus, nous venons de commencer notre travail sur le texte de Au-delà du principe de plaisir et c'est un cours très intéressant. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est passionnant. Allez, bonne continuation à tous et à la semaine prochaine. Ok, l'hypersensibilité. Au revoir, savoir, à la semaine prochaine. Au revoir, ciao.